Il m'a paru intéressant en cette fin d'année d'élaborer une synthèse sur l'histoire politique romaine et en particulier d'essayer de comprendre les institutions de ce que fut cet empire, en tout cas dans la dernière partie de l'existence de Rome. Rome, en fait, a vécu, si je puis dire, pendant 1300 ans, donc il s'agit plus que d'un bail, du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. La civilisation romaine a profondément marqué l'histoire de la civilisation occidentale, européenne, et je dirais même, par le fait même que l'Europe, au 19e et au 20e siècle, a possédé de nombreuses colonies de par le monde, les institutions romaines ont donc influencé les institutions de nombreux pays. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'attarder en cette fin d'année sous la forme d'un bilan sur l'histoire des institutions romaines. Alors mon objectif, bien entendu, n'est pas ici de vous décrire les institutions romaines par le menu. Ça ne répondrait pas du tout à l'objectif que je me suis assigné aujourd'hui. L'objectif que je me suis assigné est que vous puissiez, à la fin de ce cours, avoir une vision globale de l'évolution des institutions romaines. Si vous voulez retrouver une définition précise de la fonction d'un consul, d'un préteur, d'un questeur, des édiles ou d'un censeur, je vous renvoie à un certain nombre de lexiques ou dictionnaires que je vous montrerai à la fin de ce cours. Donc mon objectif n'est certainement pas de m'attarder, comme on le fait souvent d'ailleurs dans l'enseignement secondaire, sur le fameux cursus honorum, vous savez, cette carrière des honneurs qui mène les gens de bonne famille, la plupart du temps, des notables, d'un poste peu important vers le sommet, c'est-à-dire vers le consulat. Donc, ce n'est vraiment pas l'objet de ce cours, je le répète, donc il ne faudra pas, si je puis dire, me reprocher de ne pas avoir défini toutes ces fonctions. Je n'ai vraiment pas le temps, ça m'éloignerait de mon objectif premier. Donc, nous allons étudier ensemble donc, les institutions romaines, étant donné l'importance qu'elles ont pu avoir sur le cours de l'histoire de l'humanité. Alors, pour ce faire, je vous propose un plan en deux parties. Dans un premier temps, je vais essayer de dégager les caractères principaux des deux grandes formes, je dirais, politiques de l'histoire romaine, à savoir, quand je dis forme de la vie en société de l'histoire romaine, à savoir la cité puis l'État. Ce sont deux grandes notions que vous devrez évidemment faire comprendre à vos élèves. Qu'est-ce qu'une cité dans l'Antiquité? Qu'est-ce qu'un État? D'autant plus que la notion d'État est toujours valable à l'heure actuelle et on va voir dans quelle mesure justement l'État moderne plonge ses racines dans l'histoire de l'Antiquité. Ça, c'est le premier objectif, dégager une définition de ces deux grandes formes de vie en société, sur le plan politique. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aimerais bien vous montrer dans quelle mesure la société, l'évolution de la société romaine a conduit aux modifications justement institutionnelles. Qu'est-ce qui fait que l'on est passé de tel à tel régime constitutionnel? Eh bien cela, il faut évidemment aborder l'histoire socio-économique et l'histoire de la politique extérieure de Rome. Sinon, on ne peut pas comprendre, évidemment, que l'on passe de la cité à l'État ou, nous le verrons tout à l'heure, de la royauté à l'aristocratie, de l'aristocratie à l'oligarchie, de l'oligarchie à la monarchie, etc. Il y a des explications, et ces explications ne se trouvent pas, bien évidemment, dans l'esprit très fin, très subtil de quelques idéalistes qui ont décidé de proposer tel ou tel régime. Non. Un régime politique n'est jamais que l'expression d'une société
n'est jamais que l'expression d'un rapport de force sociale. Et ça, je voudrais que vous le reteniez bien, j'y reviendrai dans la conclusion, c'est essentiel. Donc ça n'a pas de sens de faire un cours d'histoire, je dirais, à tiroir, où vous étudiez successivement la vie politique, puis la vie économique, puis la vie sociale, puis l'histoire religieuse, puis l'histoire artistique. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup de manuels, pour des raisons pédagogiques, hein, je ne veux pas jeter la pierre aux auteurs de ces manuels, mais il est évident que l'histoire relie, l'étude de l'histoire relie évidemment toutes ces catégories qui sont bien postérieures au moment qu'elles sont censées décrire dans l'histoire, et il est évident que l'on ne peut pas comprendre l'histoire politique si on ne comprend pas le cadre économique et social dans lequel cette histoire politique s'inscrit. C'est pas possible. Donc il faut faire des liens. Cette notion de lien, hein, on vous en parle souvent, j'imagine, dans vos cours de pédagogie ou de didactique divers, il est essentiel de faire des liens. Et je vous le répète, en tout cas, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est la vision d'histoire que j'ai. L'histoire, ce n'est pas un meuble avec des tiroirs, c'est surtout un meuble dans lequel il y a des ascenseurs qui relient tous les tiroirs, parce que sinon, vous êtes dans une pensée, si je puis dire, s'il s'agit bien d'une pensée, vous êtes dans un mécanisme très scolastique, très, je dirais, très catégorique, mais la vie n'apparaît pas et on ne comprend pas l'évolution de l'histoire. Voilà. Donc, j'aborde dans un premier temps donc, ce que je vais appeler les caractères, donc grand A, les caractères généraux des systèmes politiques, ou plutôt, j'ai expliqué ça tout à l'heure, sous forme des formes politiques, les grandes formes politiques de la société. Des systèmes, on peut utiliser le terme système, des systèmes politiques. Alors, le premier de ces systèmes, on l'a étudié dans le courant de cette année, c'est la cité antique. Nous l'avons étudié essentiellement en Grèce, en particulier à Athènes, ensuite à Rome, dans la première partie de son histoire. Alors, comment se définit une cité? Parce que ce qui me frappe parfois, c'est qu'il y a des étudiants en histoire qui ne distinguent pas ce que c'est qu'une cité, ce que c'est qu'un État. Or, ce sont des notions, évidemment, tout à fait fondamentales. On les mélange, on les rapproche peut-être un peu trop. Or, lorsque l'on cherche à créer des concepts, ben ici, ce ne sont même pas nous qui les ont inventés, ce sont les anciens eux-mêmes dans l'Antiquité. Eh bien, lorsqu'on crée des concepts, c'est qu'ils recouvrent des réalités. Alors, une cité se définit tout d'abord par un territoire qui n'est pas très grand. Autrement dit, une cité se définit par l'exiguïté relative de son territoire. C'est la première chose. Ensuite, deuxième caractère d'une cité, c'est qu'elle se définit par une forme de souveraineté particulière, caractérisée par la participation directe des citoyens. Et le mot citoyen lui-même vient du terme cité. En latin, la cité se dit civitas, et le mot citoyen se dit au singulier cives, au pluriel civites. Alors, ça veut dire quoi ça, la participation directe des citoyens? Eh bien, ça veut dire que contrairement à ce qui se passe dans un État, ce qu'on va voir dans quelques instants, ce sont les citoyens eux-mêmes qui participent à toute une série de décisions. On est dans un système où le pouvoir
est organisé, et en tout cas le pouvoir suppose la participation de citoyens. Alors, citoyenneté ne veut pas dire obligatoirement démocratie. Athènes est une cité démocratique, même si nous avons vu que, bien entendu, les esclaves, les étrangers, donc les métèques, les femmes, ne peuvent pas participer. On est bien d'accord. Mais enfin, il s'agit quand même d'un système démocratique, c'est-à-dire que tous ceux qui ont la qualité de citoyens, et ils sont quand même relativement nombreux à Athènes, même s'ils représentent une minorité de l'ensemble des habitants de la cité athénienne, ce que l'on appelle l'Attique, à bien distinguer de la ville d'Athènes. Vous vous souvenez, j'ai fortement insisté là-dessus lorsque nous avons étudié au premier semestre le système politique à Athènes. Tandis qu'à Rome, vous avez une cité qui ne fut jamais démocratique. Vous n'avez jamais eu à Rome une assemblée regroupant l'ensemble des citoyens qui étaient mis sur le même pied, donc autrement dit, possédant un statut d'égaux. À Rome, vous n'avez jamais eu ça. Vous n'avez jamais eu la démocratie. Parce qu'à Rome, cela a fonctionné sur le système censitaire, à un moment donné sous la République. Je vous rappellerai aussi qu'au XIXe siècle en Belgique, au moment de l'indépendance de la Belgique, en 1830, et puis ça a été formalisé en 1831, en février, lorsque la Belgique, l'Assemblée, le Congrès national s'est donné une constitution à la Belgique, bien simplement 2 ou 3% des habitants de la Belgique pouvaient voter, étaient citoyens à part entière, puisque seuls eux pouvaient voter, choisir leurs représentants dans ce qui va devenir le Parlement belge, donc les chambres. Donc la Belgique n'était pas une démocratie complète, c'est une ébauche de démocratie qui va progressivement prendre la forme que nous connaissons aujourd'hui. Il va y avoir un élargissement du droit de suffrage. Mais à l'origine, il s'agit d'une démocratie, oui, mais une démocratie bourgeoise. Et encore une démocratie bourgeoise francophone. Dans le cas, ici, de Rome, je dirais de Rome ou d'Athènes, puisque nous sommes en train d'étudier le cas de Rome, vous mettez tout d'abord, la cité se définit par l'exiguïté de son territoire. Ensuite, par la souveraineté. Alors, la souveraineté des citoyens, mais dans le cas d'une souveraineté qui est directe. Alors, ensuite, une cité se définit également par le fait qu'il y a confusion des pouvoirs. Là aussi, ça a quelque chose d'étonnant pour un moderne, pour nous modernes. Parce que nous sommes habitués à la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Dans la cité antique, ce n'est pas le cas. Dans la cité antique, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les magistrats, qu'il s'agisse pour les magistratures supérieures des dictateurs, c'est-à-dire de ces individus qui pouvaient être désignés pour 6 mois lorsque la République était en danger, lorsqu'elle était menacée, qu'il s'agisse des 2 consuls, qu'il s'agisse des préteurs, eh bien, dans ce cas-là, c'était des gens qui avaient en même temps le pouvoir exécutif
Ils avaient en même temps une fonction judiciaire et une fonction militaire. Autrement dit, c'était basé sur ce que l'on appelle l'imperium, et l'imperium lui-même n'était pas fragmentable. Ça va? Il n'y a pas comme chez nous, distinction des trois pouvoirs. Pour les magistratures inférieures, le cas de l'édilité, le cas de la questure, le cas de la censure, et je vous ai dit que je vous renvoyais pour tout ceci, je suis désolé, mais à des dictionnaires spécialisés, mais je suis prêt, une fois que le cours sera terminé, de vous expliquer plus précisément de quoi il s'agit, bien sûr. Et je vous ai dit que ce n'était pas mon objectif. Eh bien, dans ce cas-là aussi, pour ces magistratures dites inférieures, eh bien, ou en tout cas, dans le cas de la censure, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une magistrature inférieure, hein, pas du tout. Mais en tout cas pour la questure et pour l'édilité, qui ne sont pas des magistratures à caractère militaire, là aussi l'imperium, comment dirais-je, renvoie des activités de type exécutif et législatif, réglementaire si vous voulez. Autrement dit, on ne trouve pas la séparation des pouvoirs. Enfin, c'est que dans la cité antique, qu'il s'agisse d'Athènes ou qu'il s'agisse de Rome, ben, il y a bien d'autres cités, bien entendu, il n'y a pratiquement pas de fonctionnaires. Donc la fonction publique, au sens où nous l'entendons, les services publics, n'existent pas, ou pratiquement pas. Il y a quelques personnes qui effectivement relèvent de la fonction publique, mais quelques corps, mais qui sont vraiment très peu nombreux. Ça n'a rien à voir avec ce que nous entendons par service administratif, que certains trouveront pléthorique à notre époque. Rien du tout. Donc vous mettez quatrième et dernier élément, donc les services administratifs, oui, ou les fonctionnaires sont peu nombreux. Voilà, donc vous avez retenu territoire exigu, souveraineté directe, confusion des pouvoirs par le biais de l'imperium, et enfin les fonctionnaires sont peu nombreux. Maintenant, évidemment, si vous prenez le contre-pied, c'est-à-dire vous voyez ce qui se passe dans un État, et c'est ça qui distingue un État d'une cité, parce que souvent on ne retient que un ou deux des caractères, eh bien, c'est que dans un État, le territoire, lui, il est beaucoup plus vaste. On comprend que Rome a dû passer d'un système basé sur la cité à un système étatique à partir du moment, et je vais vous le remontrer sur la ligne du temps dans quelques instants, à partir du moment où les conquêtes ont mené Rome à se trouver à la tête d'un très vaste territoire. Donc le système civique, le système de la cité, ne pouvait plus être appliqué. Parce que ce n'était plus matériellement possible. Et je vais l'expliquer ici. Donc vous mettez que, on prend le terme à terme, ce qui se trouve au-dessus, mais sauf que, évidemment, on va inverser les données. Le territoire d'un État est vaste. Il est entendu aussi que cette notion est relative suivant les périodes, suivant les moyens de communication, etc. Il est évident que la notion d'étendue n'a pas le même sens dans l'Antiquité qu'à l'heure actuelle, vu tous les moyens de communication dont nous disposons. Vous êtes bien d'accord? Ensuite, la souveraineté est déléguée dans un État. Autrement dit, les citoyens ne participent plus directement au pouvoir. Ils ont des représentants, que ceux-ci aient été élus ou pas. Donc, la souveraineté ici est déléguée.
Et vous n'êtes pas sans savoir que le 25 mai, c'est-à-dire dans une semaine et demie, hein, vous êtes censé aller voter, puisqu'en Belgique le vote est obligatoire, ce n'est pas le cas de la France par exemple, et par conséquent, vous allez élire des représentants. Vous-même, vous n'aurez jamais rien à dire, puisque vous déléguez votre pouvoir de vous exprimer et de décider à quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais vous qui allez décider. On parle de démocratie, mais vous êtes bien d'accord qu'il s'agit d'une démocratie indirecte. Vous votez, et pour 4, 5, enfin ça dépend de la nature des élections, suivant qu'il s'agisse d'élections, je ne sais pas, régionales, d'élections européennes, d'élections fédérales, eh bien vous allez déléguer votre pouvoir à quelqu'un qui va décider à votre place. Alors vous allez dire, oui, mais je vote pour les gens qui pensent comme moi. Vous savez très bien que personne ne pense jamais tout à fait comme quelqu'un d'autre. Il y a toujours des nuances. Donc quand vous choisissez quelqu'un, quand vous choisissez un parti, ben, vous adhérez peut-être à 80% du programme du parti, ben, il est rare d'adhérer à 100%. C'est peut-être possible. Ah, ben, on a toujours des éléments de sensibilité plus personnels qui ne sont pas les mêmes. D'autant plus, et en plus, vous savez que pendant une législature, ben, il peut se passer beaucoup d'événements dans le monde ou dans le cadre du territoire liés à votre vote, qui vont faire que la personne que vous avez élue, ou le parti pour lequel vous avez voté, va devoir prendre des positions qui s'adaptent aux circonstances du moment. Vous êtes bien d'accord? Vous êtes bien d'accord aussi qu'au lendemain des élections, les partis doivent se mettre d'accord entre eux. Vous votez par exemple pour, je dis n'importe quoi ici, pour les socialistes, hein, en espérant bien qu'ils ne vont pas s'allier avec tel ou tel parti, et puis finalement ils s'allient à un parti que vous n'aimez pas du tout. Tout simplement pour une simple addition de voix qui fait qu'une majorité ne peut se faire qu'avec tel ou tel parti en fonction des résultats du vote. Et donc vous dites, ah mais non, là j'ai voté pour tel parti, mais je n'ai pas voté pour une alliance avec tel autre parti. On pourrait vous demander aussi votre avis éventuellement au moment où vous votez, des alliances possibles. Donc vous voyez qu'il s'agit bien d'une démocratie indirecte chez nous. Hein? Voilà. Alors c'est lié à quoi? Évidemment, d'abord au nombre de citoyens. Quand vous êtes dans une démocratie, dans un territoire petit, où il y a peu de citoyens, même à Rome, à Athènes, qui est un État où finalement il y a peut-être 6000 personnes qui siègent à la PNIX, hein, sur les 40 000 citoyens, ben, on peut encore calculer, compter le vote de 6000 personnes. Comment voulez-vous mettre je ne sais pas combien il y a d'électeurs en Belgique, peut-être 6 ou 7 millions, je ne sais pas très bien. Comment voulez-vous trouver un endroit où tout le monde soit rassemblé? Hein, on pourrait dire, ben oui, tout le monde, chaque fois qu'il y a une loi, tous les citoyens sont devant leur ordinateur et on vote sur l'ordinateur. D'abord que les gens aient du temps, etc. On n'arrête pas de voter dans la démocratie moderne. Hein, tout et n'importe quoi. Et ça n'a rien de péjoratif, ce que je dis ici, hein, on n'arrête pas. Donc, autrement dit, la fonction de représentant s'est professionnalisée. Dans une cité, il n'y a pas de professionnalisation de la politique. Ça va? Dans une cité, vous avez le droit de voter les lois, vous avez le droit d'être élu, et vous avez le droit également de rendre la justice. Je vous signale que vous n'avez pas le droit de rendre la justice, parce qu'en Belgique, il faut avoir fait, la plupart des démocraties modernes, il faut avoir fait des études de droit, et puis vous êtes nommé, vous n'êtes pas élu. Au moment de la Révolution française, il y a eu un moment donné où les magistrats étaient élus. Je vous signale qu'aux États-Unis, les magistrats, certains magistrats sont élus, pas tous, hein. Donc ça veut dire que quand vous votez pour choisir votre député, votre sénateur, ben, vous votez en même temps pour choisir le maire, hein, pour choisir enfin le maire de la ville et pour choisir en même temps les juges. Ce qui peut poser certains problèmes, vous en souvenez dans l'affaire de Dominique Strauss-Kahn, hein, parce que suivant que vous allez
juger sévèrement ou pas sévèrement, vous savez que vous allez gagner ou perdre des électeurs qui peuvent renouveler votre mandat. Ça va? Donc vous voyez bien la différence. Donc ça c'est la deuxième différence. Ensuite, dans un État, ça va là, il n'y a plus de confusion des pouvoirs, mais il y a séparation des pouvoirs. Si vous prenez le cas de Rome, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il va y avoir une séparation des pouvoirs. Alors, c'est-à-dire que progressivement, tout ça, ça se fait progressivement. Et je ne dis pas que tous les éléments sont tout à fait synchrones dans le temps, mais à un moment donné, il y aura vraiment séparation entre ceux qui décident, ceux qui appliquent et ceux qui jugent. Ce ne seront plus les mêmes. Il va y avoir une fonctionnalisation d'un certain nombre de décisions et les choses ne seront plus les mêmes. Alors également dans l'État romain, progressivement, et surtout quand on arrive à l'époque de l'Empire, et plus encore à l'époque du Bas-Empire, il y aura de plus en plus de fonctionnaires au point d'avoir une bureaucratie tyrannique. Voilà. Donc la fonction publique ici devient de plus en plus importante, avec des fonctionnaires donc nombreux. Je vous demande de bien retenir tout ceci parce que lorsque nous allons étudier la ligne du temps, vous allez voir que le passage de la cité à l'État est vraiment corrélé, lié à ces quatre éléments-là qui se transforment, je dirais, en leur contraire dans le cadre d'un État. Entendu? Donc j'espère qu'à la fin de ce cours, ce sera clair pour tout le monde ce que c'est qu'un État par rapport à une cité. Ce sont quatre caractères, en tout cas essentiels pour l'histoire de Rome. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi d'autres caractères dans d'autres cités, et qu'il n'y a pas aussi d'autres éléments dans les États modernes. Je vous dis que dans l'histoire de Rome en particulier, le passage de la cité à l'État passe par les quatre éléments que j'ai mentionnés au tableau. Voilà. Alors, on va passer maintenant au grand B. Je vous ai dit que c'était mon souhait de voir dans quelle mesure c'est l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire extérieure de Rome qui va faire évoluer, qui va modifier progressivement les institutions. Donc, je note ici société et institutions. Vous voyez bien que le mot société est mis en premier, puisque dans mon raisonnement, ici, c'est lui qui explique cela. Je n'ai pas mis institution et société, j'ai mis société et institution. Alors, nous allons reprendre maintenant la ligne du temps. Et je vais essayer de vous expliquer comment ces institutions ont évolué. Ou plus exactement, si vous voulez un terme plus précis, comment les régimes politiques ont évolué. Puisque je me passe à un niveau tel de généralité que peut-être le terme régime politique est peut-être plus éclairant. Alors, l'histoire de Rome, je vous l'ai dit, s'étend pratiquement sur 13 siècles. Donc, du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au dernier quart, ou la deuxième moitié en tout cas, du 5e siècle après Jésus-Christ. Pour vous donner les dates traditionnelles, c'est 753 la fondation de Rome, la date légendaire, et c'est 476, donc la fin de l'Empire romain d'Occident. Bon, ça, ce sont des dates que vous connaissez, bien entendu. Si vous les avez oubliées, évidemment, il faut les remettre parce que ce sont des points de repère qu'il faut bien connaître. Hein, même si ce sont des dates qui sont finalement conventionnelles, puisque la première est légendaire et que la dernière, elle n'est pas significative. Hein, c'est pas en 476 que tout à coup l'Empire romain a disparu. Hein, vous pensez bien que c'est un processus qui a été long dans le courant du Bas-Empire. Hein. Alors, les 250 premières années de Rome jusqu'en 509 sont caractérisées par un régime que l'on appelle la royauté. Traditionnellement, on relève qu'il y a eu un certain nombre, plus précisément 4 rois latins et enfin 3 rois étrusques.
Il s'agit bien donc d'une monarchie, on est bien d'accord. Toutefois, à part tout à la fin où la légende, la tradition plutôt rapporte que le dernier des Tarquins était un monarque absolu, mais pour le reste, en tout cas, il s'agit en fait d'un régime qui est celui de la cité, et que l'on retrouve déjà un peu, qui évolue dans le même sens, bien qu'avec plus d'avance, dans un certain nombre de cités grecques, qui comprend 3 institutions de base, qui sont le roi, l'assemblée du peuple et le Sénat. Le mot Sénat, je vous l'ai déjà dit, vient d'un mot latin qui est senex, qui veut dire vieux, vieillard. Autrement dit, le Sénat est lui-même une assemblée de vieux, et par vieux, il faut entendre des chefs de clan, des gens considérés comme sages et représentant, je dirais, un rapport de force au sein donc de la cité. Ça va? Ce sont des chefs de, je dis des chefs de clan, de grandes familles, si vous voulez. Entendu? Alors, en 509, d'après la tradition, le dernier roi étrusque est chassé et la République s'installe pratiquement pour 5 siècles, jusqu'en 27 avant Jésus-Christ. Donc de 509 à 27, c'est donc la période républicaine. Cette période républicaine, dites là, je me demande si j'ai pas fait, non c'est juste. Cette période républicaine est marquée en fait par 3 phases successives. Une première phase pendant laquelle ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est-à-dire les patriciens, concentrent entre leurs mains le pouvoir. Ils tiennent ce pouvoir d'après leur naissance. Ça va? C'est une période où Rome, comme déjà dans les siècles qui précédaient, mais surtout à cette période-ci, au 5e et 4e siècle, où Rome est en fait une bourgade entourée qui parvient à conquérir simplement une grosse banlieue, si vous voulez, mais ça ne représente pas grand-chose en superficie. Eh bien, c'est une période où Rome doit se battre contre des voisins qui sont plus ou moins puissants, et Rome va devoir s'épuiser pendant près de 2 siècles avec ses voisins du Latium, c'est-à-dire la région qui se trouve autour de Rome, en particulier avec des montagnards. Quand on passe au 4e et au 3e siècle, le rapport de force se modifie. Le patriciat qui dominait la plèbe. Alors la plèbe, sur les origines de la plèbe, il y a plusieurs théories. Certains disent que ce sont des populations qui ont été soumises par les patriciens militairement. D'autres disent, et c'est plus vraisemblable, qu'il ne faut pas voir les choses de cette manière-là, et qu'il s'agit sans doute de gens qui sont soumis à l'origine socialement, seulement économiquement, et qui n'ont pas de différence ethnique avec les patriciens. Alors, à cette période-ci, comme à la précédente, ceux qui dirigent Rome appartiennent à une aristocratie. Donc il ne faudrait pas comprendre ou limiter la notion d'aristocratie à celle de patriciat. La première partie, la première période de la République est marquée donc par une aristocratie patricienne, par une république patricienne. Tandis que les 2 siècles suivants, étant donné le rapport de force, étant donné que le patriciat a besoin de la plèbe face aux ethnies extérieures, donc ici il faut se dire que le cadre dans lequel vit Rome par rapport à ses voisins implique inévitablement à un élargissement du pouvoir à la plèbe. Mais quand je dis la plèbe, ce n'est pas tout le peuple, entendons-nous bien. Plèbe n'est pas synonyme de peuple.
Ça va? N'est pas synonyme de peuple, y compris le petit peuple. En fait, une aristocratie plébéienne dont le pouvoir va reposer sur la fortune s'allie donc aux patriciats dont le pouvoir était précédemment légitimé par la naissance. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas d'être bien né, d'appartenir à une sorte de noblesse, si vous voulez. Dorénavant, les nobles, entre guillemets, doivent s'associer aux riches. Donc c'est uniquement les plébéiens riches qui participent au pouvoir. Et dans ce cadre-là, le terme aristocratie se justifie pleinement. L'aristocratie, ça veut dire le gouvernement par les meilleurs. C'est ça que ça veut dire aristocratie. Le gouvernement par les meilleurs. Ça vient de deux mots grecs, par les meilleurs. Meilleurs, entendons-nous bien, c'est évidemment un euphémisme, une manière de cacher que derrière la qualité, la compétence, se trouve en fait le pouvoir, qui est un pouvoir essentiellement dorénavant lié à la fortune. C'est à ce moment-là que va se mettre en place cette démocratie de type censitaire que j'évoquais tout à l'heure, vous vous souvenez, lorsque j'évoquais les débuts de l'histoire de la Belgique indépendante à partir de 1830-1831. Autrement dit, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie où seuls les plus riches ont vraiment le pouvoir. Les autres votent aussi. Alors je dis, si les autres votent aussi, ben, ils sont majoritaires, parce que les riches sont minoritaires dans cette société. Non, parce que, en fait, le système avait été élaboré par les juristes appartenant à la classe dirigeante de l'époque, de telle manière que les Romains étaient divisés en classes censitaires. Il y avait des groupes, si vous voulez, de citoyens en fonction de leur fortune. Et il se fait que quand ceux qui étaient les plus riches avaient voté et qu'on arrivait à un résultat, parce qu'à eux seuls, ils représentaient la moitié des tribus romaines, eh bien, on arrêtait le vote. On disait, voilà, on arrive déjà à une majorité, on n'a plus besoin de continuer le vote. Les classes, si vous voulez, les tribus votaient les unes après les autres. C'était d'abord les plus riches, puis ensuite les un peu moins riches, etc. Et dès qu'on arrivait à un quorum, eh bien, on arrêtait le vote. Alors que chez nous, tout le monde vote, et puis on fait le total de tout pour savoir qui a la majorité. Donc ce n'était pas du tout le système que nous connaissons. Donc c'était un système qui donnait d'office le pouvoir aux plus riches. Est-ce que c'est bien clair? Voilà. Alors, ces siècles-là, pendant les 2 premiers siècles ici, eh bien vous devez vous dire que donc Rome se bat contre ses voisins, du Latium principalement, mais à partir des années 370, quelque chose comme ça, 360, il y a une autre menace qui se profile et qui ne se situe plus en Italie directement, mais qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, c'est Carthage. C'est le début des guerres puniques, qui vont occuper Rome pendant la plus grande partie, je dirais, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Pendant cette période-là, beaucoup de choses vont changer. Alors, beaucoup de choses vont changer, c'est-à-dire que de plus en plus Rome a besoin d'argent pour mener ses guerres, et par conséquent, la fortune, l'argent, va devenir un critère essentiel. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que dans un premier temps, on va d'abord réquisitionner tous ceux qui possèdent un cheval. Posséder un cheval était un signe de richesse. Hein. N'importe qui n'avait pas les moyens de payer un cheval à cette époque-là. Déjà, à l'heure actuelle, parmi nous, il y en a peut-être certains qui ont un cheval, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Là, on est bien d'accord. Hein? Oui, il y en a peut-être, hein, mais je veux dire, c'est pas une généralité. Hein? Voilà. Alors, ces gens-là qui possèdent un cheval, on les appelle des equites, E-Q-U-I-T-E-S.
qu'on a traduit en français par chevalier. En fait, on devrait dire cavalier pour éviter l'idée des chevaliers avec armure du Moyen-Âge. En fait, ce sont des cavaliers, on traduit par chevalier. Ils sont à l'origine de ce qu'on appelle l'ordre équestre. C'est un des deux ordres qui, à Rome, vont dominer la vie politique. Il y avait deux ordres à Rome, l'ordre équestre et l'ordre sénatorial, qui progressivement vont prendre la place de cette organisation, de cette division de la société romaine qui était celle du patriciat et de la plèbe. Donc avant, vous voyez que pendant 3 siècles, on parle de patriciat et de plèbe. À partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, on ne va plus parler le patriciat et la plèbe. Ce sont des termes qui vont perdre leur signification première. Les patriciens, ce sont des gens, un petit peu comme la vieille noblesse d'Ancien Régime, si vous voulez, chez nous. Et progressivement, il y a une nouvelle noblesse qui se met en place, qui est celle de l'ordre sénatorial. Quant à la plèbe elle-même, elle va se diversifier. Je vous ai dit qu'il y a les plébéiens riches, et puis il y a les plébéiens moyens, les plébéiens pauvres. C'est la classe moyenne, donc c'est au sein de la plèbe, cette classe moyenne qui va faire les frais de ces guerres de conquête de Rome sur le pourtour de la Méditerranée. Donc autrement dit, vous allez avoir de plus en plus une société de type inégalitaire qui ressemble à ce que notre société est en train de devenir tout doucement. C'est-à-dire une société qui est de moins en moins homogène, si vous voulez. Je n'ai pas dit qu'elle était homogène avant, mais une société où vous avez deux classes qui sont de plus en plus marquées dans notre société. Vous avez des riches et des très riches, et d'autre part, vous avez des gens qui sont modestes et de plus en plus de gens qui sont pauvres. Je ne vous apprends rien, il suffit de lire les journaux. Et cette classe moyenne qui avait connu son âge d'or, si je puis dire, en particulier pendant les 30 Glorieuses, vous connaissez cette période, ces 30 ans qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, est en train de s'amenuiser. Certains membres de cette classe moyenne sont en train de rejoindre la classe supérieure, et hélas, un nombre beaucoup plus important de membres de cette classe moyenne sont en train de rejoindre les petits, la petite bourgeoisie, si vous voulez, petits. Entendu? Eh bien, c'est ce qui se passe à Rome. Donc, on peut progressivement, la notion de patriciat et la notion de plèbe s'évacuent, ou plutôt, la notion de plèbe recouvre en fait une réalité qui n'est plus celle qu'elle avait à l'origine, c'est-à-dire d'un groupe qui était dominé par le patriciat précédemment. Dorénavant, les membres de la plèbe, qui sont fortunés, sont tout à fait associés au patriciat. Ça vous rappelle peut-être le 19e siècle, quand pendant la Révolution industrielle, vous aviez des nobles désargentés qui tenaient à redorer leur blason en épousant des filles de la grande bourgeoisie. J'ai entendu parler de ça, des gens qui redorent leur blason. Ça se passait comme ça à Rome à cette époque-là. Alors, on va passer maintenant à la période qui suit, qui est une période où se met en place une oligarchie sénatoriale. Alors, le thème oligarchie se rapproche un petit peu de l'aristocratie, sauf qu'il s'agit d'un groupe beaucoup plus restreint que celui de l'aristocratie. Dans oligarchie, vous avez le pouvoir de quelques-uns, littéralement. C'est ça que ça veut dire, le pouvoir de plusieurs. Alors, le Sénat, c'est en fait une institution qui a bien sûr évolué depuis la Rome archaïque de l'époque de la royauté. Et en fait, ce sont des gens qui constituent un groupe fermé qui domine véritablement la vie politique à Rome pendant 2 siècles. Donc pendant les 2 siècles qui précèdent Jésus-Christ, mais surtout au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des gens en général très riches, parce que pour être membre du Sénat, il faut posséder un niveau de fortune très élevé, il va d'ailleurs devenir de plus en plus élevé, alors que pour être membre de l'ordre équestre, le niveau de fortune exigé est plus faible, en fait il correspondra bientôt à la moitié du niveau de fortune des sénateurs. Alors,
Cette classe sénatoriale s'est enrichie au moment des grandes conquêtes. Donc, à la fin de l'époque punique, Rome se lance dans une conquête du bassin méditerranéen. Il y aura les guerres macédoniennes, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Il y a eu plusieurs guerres macédoniennes donc, contre cette monarchie hellénistique qui était issue de l'empire d'Alexandre. Puis il y aura les guerres contre toute une série d'États à cette époque-là, grecs mais pas seulement grecs, et ça finira, comme vous le savez, par l'annexion de pratiquement, enfin de tous les royaumes hellénistiques par Rome, au IIe et au 1er siècle avant Jésus-Christ, et finalement par la victoire de Rome sur l'Égypte, et l'Égypte va être annexée à Rome et devenir une propriété privée d'empereur. Voilà. Donc ce sont des gens extrêmement riches. Vous pouvez imaginer que les sénateurs, ce sont des milliardaires à l'heure actuelle. Ça correspondrait à des milliardaires. Et ce sont des gens qui ont le pouvoir de décider, mais comme ils sont riches, ils ont les moyens également, pour certains d'entre eux en tout cas, de payer des soldats qui leur sont attachés. On va passer d'une armée de citoyens, parce qu'avant les soldats, le mot soldat est mauvais d'ailleurs, les militaires, parce que soldat, ça renvoie à l'idée de solde, c'est-à-dire d'un salaire. Hein. Le mot soldat vient du mot solde. Hein, ça remonte au bas Moyen-Âge. Hein. Eh bien, donc en fait, ils ont les moyens de se payer des hommes, alors qu'avant, c'était tout citoyen devait faire partie de l'armée. Ils ont les moyens de se payer des hommes. Et donc, on va aller tout doucement vers un pouvoir personnel où des individus ont les moyens de s'attacher donc des soldats, et ces armées deviennent presque des armées privées. Ce qui va conduire au 1er siècle avant Jésus-Christ à la lutte entre Marius et Sylla, puis entre César et Pompée, et enfin entre Marc-Antoine et Octave, qui s'appellera Auguste une fois qu'il sera seul au pouvoir. Ça va? Donc vous voyez ici de nouveau que l'histoire économique et sociale explique, je dirais, le type de régime et l'identité de ceux qui possèdent véritablement le pouvoir politique. Vous avez le pouvoir politique parce que vous êtes riche. Si vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas le pouvoir. Donc, la notion de démocratie n'existe pas à Rome. Il y a des institutions qui, avant Jésus-Christ, sont censées regrouper la population, mais elles perdent leur pouvoir progressivement. L'Assemblée du peuple, à Rome, s'appelle les comices. Il y a plusieurs formes de comices. Hein. Il y a les comices tributes, les comices centuriates, les comices curiates. Et donc, ce sont des assemblées du peuple, mais qui progressivement se vident de leur pouvoir. Elles n'ont plus rien à dire. Et ce sont des gens qui ont de l'argent, qui de plus en plus ont à dire des choses. Alors, le substrat économique de tout cela, ce sont les conquêtes qui vont permettre, je vous l'ai dit il y a quelques instants, à certains individus de devenir très riches. C'est aussi, et les deux sont liés, c'est la naissance d'un grand capitalisme. Notez-le, d'un grand capitalisme. Le capitalisme étant bien entendu lié, quelle est la cause ou quel est l'effet, avec les conquêtes. C'est la soif de l'argent qui pousse à conquérir, et effectivement, les conquêtes permettent à certains de devenir très riches. Alors, les solutions qu'on a cherché à apporter vont échouer. Il s'agit d'une part de la réforme agraire, elle échoue à l'époque des Gracques en 133-121, vous vous souvenez, on a vu ça hein, dans le courant de l'année, je ne sais plus, au premier semestre. Hein. Les réformes que les deux frères Gracques ont tentées, qui échouent, et puis alors cette volonté d'augmenter le nombre des hommes, puisque par la citoyenneté à Rome, il n'y avait pas beaucoup de citoyens romains finalement. Hein. On a voulu élargir la citoyenneté à tous les Italiens. Il y a eu des guerres sociales, hein, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans les années, 90-89, et finalement la citoyenneté romaine a été étendue à tous les Italiens.
ceux que l'on appelait les alliés précédemment. C'est pour ça qu'on parle de guerre sociale, hein, je vous ai expliqué ça, parce que les alliés, ça se dit soci, en latin, soci. Donc les deux tentatives qui visaient à maintenir cette vision un petit peu idyllique et idéaliste de citoyenneté romaine, eh bien, elles s'estompent après l'échec de la réforme agraire du premier tiers du deuxième siècle avant du troisième tiers du deuxième siècle avant Jésus-Christ, et elle est inopérante également au lendemain des guerres sociales qui étend la citoyenneté aux alliés italiens. Voilà. Donc, très clairement, le pouvoir de l'argent détermine le pouvoir politique à Rome. Ça, vous le notez. Et si la réforme agraire a échoué, c'est très clairement à la suite de l'idéologie, et pas seulement d'idéologie, de la volonté conservatrice de l'oligarchie sénatoriale. Ce sont eux qui ont empêché que ces réformes agraires se fassent. Donc ce sont les riches qui ont voulu maintenir le statu quo ante, c'est-à-dire un système où finalement, ceux qui étaient devenus pauvres, ils n'ont qu'à rester pauvres et ils vont grossir progressivement les rangs de ce qu'on appelle dorénavant non plus la plèbe, mais l'infima plèbe, c'est-à-dire la dernière plèbe, c'est-à-dire le marais, quoi, vous savez, ces dizaines, ces millions, ces centaines de milliers de Romains qui sont à Rome, qui sont désœuvrés, qui n'ont pas d'emploi. À l'époque, il n'y a pas de chômage, hein, je me rappelle. Il n'y a pas d'allocation de chômage, et ça va conduire à cette fameuse plèbe que l'on voit dans les films Peplum, vous savez, hein, qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir du pain et des jeux. Donc, voilà. J'ai déjà fait des rapprochements avec l'époque actuelle, je ne les ferai pas, sinon on pourrait s'imaginer que je fais de la propagande politique ici, mais enfin, c'est vrai que quand on fait de l'histoire, il y a quand même certains rapprochements qui sont quand même très éclairants. Hein. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose qu'à l'époque romaine, il y a 2000 ans qui sont passés, ce n'est pas le même système, ce n'est pas le même mode de production, on est bien d'accord, mais il y a quand même des modes de gouvernement qui, eux, sont quand même relativement semblables, même s'il y a plus que des nuances. Entendu? Oui, l'histoire, ça sert aussi à faire réfléchir, je dirais, sur les comportements citoyens, sur les décisions. Voilà, si vous allez voter dans une semaine et demie, essayez de réfléchir un petit peu à l'acte que vous posez à ce moment-là. Est-ce qu'il a du sens? Pourquoi vous le posez? Et surtout, qu'est-ce que vous allez en faire après? Si c'est voter comme aller simplement au GB acheter un produit, ce que font beaucoup de gens, c'est affreux ce que vous faites. Maintenant, si vous voulez être vraiment que les choses bougent dans le sens que vous souhaitez quel qu'il soit, vous devez peut-être vous dire, peut-être qu'il faudrait peut-être bien que je m'engage, pas spécialement dans un parti, mais que je m'engage politiquement dans la société, ce qui ne se fait pas obligatoirement par un parti. Hein. Pour moi, on peut être engagé politiquement en n'étant pas dans un parti. Hein. Il y a 36 moyens de s'engager. Hein. Et aussi, peut-être de réfléchir au contrôle que vous allez faire sur les élus. Je vous l'ai déjà dit, ça sert à quoi de voter si pendant les 5 ans qui suivent, vous regardez les journaux, mais vous ne réagissez pas quand le parti pour lequel vous allez voter finalement fait des choses que vous n'acceptez pas. À la limite, vous vous êtes suicidé. Hein. Donc ça n'a du sens que si vous écrivez, si vous formez des groupes de pression, si vous écrivez, le cas échéant, à vos députés, ou quoi, en disant « moi j'aimerais bien vous rencontrer parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites ». Ça servira peut-être à rien, mais au moins vous aurez posé un acte citoyen. Ça c'est un vrai acte citoyen, parce que pour moi, aller voter, on essaye de vous faire croire que c'est un acte citoyen, oui, mais c'est le minimum de la politique. Hein. Entendu? Voilà. Donc vous voyez que je n'essaie pas de vous influencer dans un sens ou dans l'autre, mais je vous demande de réfléchir à ce que vous faites et peut-être d'être conséquent au point qu'il y ait un suivi après votre vote. Sinon, vous êtes des moutons. Hein. C'est votre droit d'être des moutons, mais sinon, très clairement, moi je n'oserais plus me regarder dans la glace. Hein. Enfin, personnellement, moi je trouve qu'il faut être conséquent quand on pose un acte, quel qu'il soit d'ailleurs. Bon. Alors, je réfléchis un petit peu à la suite des événements. On arrive tout doucement
à l'Empire. L'Empire, on situe sa date de naissance en 27 avant Jésus-Christ. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 31, Octave, qui, à la suite d'un accord avec Marc-Antoine, avec lequel il s'était partagé le monde romain, tenait l'Occident, et il bat son rival Marc-Antoine, donc en 31, la bataille d'Actium en Grèce. Il bat, donc Octave bat les armées, si vous voulez, l'armée de Marc-Antoine, et il va bientôt battre également l'armée, la flotte égyptienne. À partir de quelques temps, dans les années qui suivent, il commence à mettre en place sa stratégie, et en 27, on peut dire que la République se meurt, mais elle se meurt tout doucement. Elle ne meurt pas de manière brutale parce que Octave est assez malin que pour progressivement, de manière subtile, se faire octroyer des pouvoirs dans le cadre des institutions républicaines. Ce n'est pas du frontal, sa guerre. C'est un homme malin, c'est un homme rusé. Il sait qu'il ne faut pas choquer les gens. Il ne faut surtout pas montrer que l'on souhaite la monarchie en tant que telle, même si c'est ça qui va, dans les faits, se mettre en place. Donc Octave, il se présente en fait comme un continuateur de la République romaine. Alors, l'Empire va durer, vous voyez, presque 5 siècles, jusque dans le dernier quart du 5e siècle de notre ère. Il s'agit bien d'un pouvoir monarchique, mais qui lui-même va évoluer. Les 2 premiers siècles de l'Empire romain, ce que l'on appelle habituellement le Haut Empire romain, est caractérisé par un régime politique appelé principat. Le principat, c'est en fait un régime monarchique, mais où le monarque tient compte des avis du Sénat. Donc il tient compte encore de cette assemblée de gens riches, mais c'est un système où il y a encore des conseils, si vous voulez. Un conseil qui est le Sénat. À la fin de cette période-là, on va passer à un régime de type militaire avec la dynastie des Sévères. Tout ça, ce sont des rappels du premier semestre. Je vous rappelle, j'essaie ici de faire une synthèse générale. Donc théoriquement, il n'y a rien de neuf quant aux faits, quant à la chronologie. C'est simplement que mon propos essaie de tirer une synthèse, un bilan de la matière vue au premier semestre. Alors, progressivement, le principat qui tient encore, je dirais, compte du Sénat, donc va se transformer progressivement en une dictature militaire. Ce système s'appelle le dominat. En effet, l'empereur n'est plus seulement princeps, l'empereur devient dominus. Dominus, ça veut dire le maître. Autrement dit, ici, nous avons très clairement une monarchie absolue. Alors que ici, on pouvait dire que cette monarchie, qui à certains moments a été absolue, pensons à certains empereurs qui avaient effectivement des velléités de tout de dominer, pensez à Néron et d'autres, bien très clairement ici, pendant 2 siècles et demi, on va avoir un dominus, c'est-à-dire un maître que l'on devra vénérer comme un dieu, ce qui n'était pas le cas précédemment. Précédemment, le princeps se faisait déifier après sa mort. Ou bien c'était le principe de l'Empire qui était déifié, ou ses statuts, mais lui, en tant qu'individu, restait bien un homme. À partir du dominat, on va avoir un empereur qui est vénéré comme un monarque absolu, comme un véritable dieu. Mais, devant les menaces des barbares, c'est-à-dire des populations qui menacent donc les frontières de l'Empire, le limes, eh bien, l'empereur va perdre progressivement toute la latitude qu'il avait précédemment face à l'armée pour remettre dans les faits son pouvoir aux grands généraux de l'Empire.
au grand chef de l'Empire. Et à partir de ce moment-là, on peut parler vraiment d'une dictature militaire, mais qui n'est plus entre les mains de l'empereur, mais entre les mains de grands généraux. Entendu? Voilà. Alors, maintenant, je vous propose de passer au point suivant. Et je réfléchis un petit peu si j'ai encore des choses à vous dire. On va passer à la conclusion. Alors, dans cette conclusion, je voudrais tirer deux éléments tout d'abord. Donc, il y aura tout d'abord en A, on va voir quelles sont les lacunes et les défauts de ces systèmes politiques successifs à Rome. Lacunes et défauts. Eh bien, la première lacune, je l'ai déjà énoncée à plusieurs reprises, c'est que Rome a connu tous les régimes politiques possibles, à l'exception d'un seul, qu'est la démocratie. Je parle de la démocratie réelle, je parle de la démocratie au sens antique d'Athènes. Rome a connu la monarchie, Rome a connu l'aristocratie, l'oligarchie, mais elle n'a pas connu, donc, la démocratie. Ça, c'est le premier élément. Et Rome n'a donc pas connu un système de liberté publique. Avec des assemblées qui ont réellement le pouvoir décisionnel. Quand je parle de cela, quand on voit l'époque de l'Empire, eh bien vous avez des assemblées provinciales qui ont été créées, en particulier au IIIe siècle. Vous avez des assemblées provinciales, des assemblées diocésaines, mais pas dans le sens religieux. Un diocèse, c'est une entité territoriale, une subdivision territoriale de l'Empire qui a été reprise par l'Église catholique, en fait. L'Église s'est adaptée, ce sera le sujet demain de ma leçon, enfin un des éléments de ma leçon demain sur comment dirais-je, la place, plutôt le tournant du IVe siècle de notre ère, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. Et on va voir justement toute la place que tout l'héritage, tout ce que doit le christianisme en fait au paganisme. Ça en fera peut-être hurler certains qui écouteront mon cours, mais c'est indubitable d'un point de vue historique. Voilà. Alors, absence de liberté publique, ça c'est sûr, et ensuite absence aussi de services administratifs. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un petit peu en contradiction à ce que vous vous expliquiez tout à l'heure, en disant que sous le bas empire, il y a une bureaucratie tyrannique. Vous vous souvenez, j'ai évoqué cela. Alors, bureaucratie tyrannique, il faut bien distinguer une bureaucratie des services administratifs. Bureaucratie n'est pas synonyme de service public. Il y en a certains qui confondent les deux, mais c'est une grosse erreur. Un service public est un service fait pour le public. La bureaucratie, c'est quand l'administration, en fait, a un pouvoir qui ne se met pas au service du public, puisque c'est une bureaucratie. Donc c'est en fait une tyrannie de l'administration. Donc il faut quand même distinguer les deux. Ensuite, au niveau des défauts, alors là c'était le petit 1, alors maintenant au niveau des défauts, eh bien c'est justement la tyrannie de la bureaucratie. Alors tyrannie, il y a, oui c'est comme ça, tyrannie de la bureaucratie. Tyrannie de la bureaucratie, et également donc le despotisme, parce que la monarchie impériale à l'époque du bas empire, c'est-à-dire
au 3e, 4e et 5e siècle, eh bien, cette monarchie impériale va de plus en plus ressembler à ces monarchies orientales hellénistiques ou persanes, ou perses tout simplement. À l'époque hellénistique, s'étaient mis en place des pouvoirs, des systèmes où c'était finalement le roi, que ce soit le roi d'Égypte, avec les Lagides, Ptolémée, c'est la même chose, que ce soit le régime des Séleucides en Syrie, que ce soit le régime également mis en place par les rois hellénistiques en Macédoine ou dans certains petits royaumes en Asie mineure, eh bien ces systèmes étaient despotiques déjà. Hein? Les monarchies orientales, ce sont des monarchies qui ne tiennent plus du tout compte de ce que veut la population. Ça va? Bon, ça ce sont les lacunes et les défauts. Alors, grand B maintenant, deuxième élément. Alors, ici, je voudrais mettre en évidence un élément que j'évoquais dans mon introduction, c'est-à-dire que la politique, la vie politique, n'est évidemment qu'un, le mot reflet est un petit peu simpliste, mais disons que la vie politique elle-même n'est que l'expression d'un rapport de force socio-économique dans la société. La démocratie n'a du sens que dans un contexte particulier. Et paradoxalement, je vous l'ai dit pour Athènes, on a même dit, parce que c'est la démocratie, ça a quelque chose de très sympathique, le problème est de savoir quelle démocratie. Hein, on a même dit que la démocratie à Athènes n'avait pu s'installer que parce que Athènes était esclavagiste. Parce que c'est justement l'esclavagisme, le fait que les Athéniens possédaient des esclaves, qui leur a permis d'avoir du temps libre pour passer autant de temps à l'Assemblée et discuter de politique. Oui, ça paraît évidemment énorme, mais ça a été expliqué, et à juste titre à mes yeux. Hein, la démocratie athénienne est certainement liée à l'esclavage. Alors qu'on ne peut pas imaginer a priori de notion plus antithétique que la démocratie et l'esclavage. Eh bien oui, c'est parce que les Athéniens avaient du temps libre qu'ils pouvaient passer autant de temps à l'Assemblée. Nous, dans notre système, nous avons une démocratie indirecte. Nous avons un système où, en moyenne, les gens travaillent 40 heures par semaine. Comment voudriez-vous qu'ils passent beaucoup de temps à faire de la politique? C'est la raison pour laquelle la politique, c'est la raison pour laquelle la politique s'est professionnalisée aussi. Voilà. L'appareil fonctionnait bien, là, parce que je m'inquiète tout à coup. Hein. Bon, ok. Voilà, alors il me reste à vous montrer, parce que c'est un peu inquiétant ça. Hein. Il y avait encore combien de minutes là? Il restait 9 minutes. 9 minutes. Ah bah, c'est un coup de bol, hein. Bon. Alors, je vous montre maintenant quelques éléments bibliographiques. Quelques livres plutôt. Alors, vous avez de Jean Rouget, Les institutions romaines, dans la collection U, chez Armand Collin. Dans cette collection, ou plutôt dans ce livre, vous avez non seulement un exposé des différents chapitres que je viens de vous expliquer maintenant, mais vous avez également aussi toute une série de textes, et des textes, j'essaie de voir combien il y en a, parce que c'est chiffré, tout ça. Vous en avez près de 80 qui se trouvent ici, et qui illustrent le propos. Alors, un ouvrage plus ancien, Les institutions politiques romaines, de Léon Homo, dans la collection L'évolution de l'humanité, chez Albin Michel. Alors, de Bertrand Lançon, L'État romain, 14 siècles de modèles politiques, dans la collection Armand Collin, collection 128.
Alors, pourquoi ça s'appelle 128? Parce que dans cette collection-là, il y a toujours 128 pages, tout simplement. Alors, les fameux dictionnaires auxquels je renvoie, j'en ai apporté 2 ici, mais il y en a à foison. D'André Pelletier, toujours dans la collection U2, cette fois chez Armand Collin, Lexique d'Antiquité romaine. Donc on vous définit les institutions romaines. Dictionnaire de la civilisation romaine chez Larousse. Alors, 2 ouvrages fondamentaux sur la démocratie ou l'absence de démocratie à Rome, justement. D'abord, chez éditeur Babel, Norbert Rouland, Rome, démocratie impossible. Il s'agit d'un essai extrêmement intéressant. Et alors, un ouvrage d'un historien allemand qui s'appelle Karl Joachim Hölkelskamp, Reconstruire la République, qui se pose la question justement de savoir si la République romaine dans l'Antiquité était une démocratie ou pas. Elle ne l'était pas, bien entendu. Alors, de Florence Dupont, la vie quotidienne du citoyen romain sous la République, chez Hachette. Le métier de citoyen dans la Rome républicaine par Claude Nicolet aux éditions Gallimard, collection Bibliothèque des Histoires. Alors cet auteur, ainsi que celui que je vais vous montrer dans un instant, considère en fait que les mentalités ont un rôle essentiel dans l'histoire politique romaine et que ce qui a soutenu la République romaine, c'est essentiellement le soutien massif de la population. Alors, même idée dans l'ouvrage de Eugen Titschek, Mentalité et institutions politiques romaines dans la collection plurielle chez Hachette. Enfin, il est intéressant de lire aussi des médiévistes, parce que Bruno Dumézil, dans un livre paru l'an dernier, qui porte sur Servir l'État barbare dans la Gaule franque, 4e-9e siècle, ouvrage publié chez Talandier, montre en fait que les institutions politiques romaines ne sont pas mortes au 5e siècle de notre ère, c'est-à-dire au moment où l'Empire romain connaît sa chute, mais en fait que ces institutions politiques romaines ne disparaissent en fait qu'au milieu du 9e siècle, beaucoup plus tard, et que la fonction publique dans l'Occident médiéval héritière de l'Empire romain va tenir encore 5 siècles après la disparition de l'Empire romain. J'ai dit